Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre ici. Et certains, par le cadre, reconnaissent déjà l'École nationale d'administration du Togo. Oui, bien sûr, nous sommes ici à l'ENA, à l'École nationale d'administration du Togo. Et c'est sur l'avenue de la Libération, juste en face de la grande poste centrale en pleine ville, quartier des Étoiles. Et pour les Étoiles, justement, l'ENA en a formé depuis sa création au cycle 1, au cycle 2. Beaucoup de cadres moyens et supérieurs de l'administration togolaise sont passés par ici. Dirigé depuis maintenant 2 ans par professeur Adam Apodar, son directeur général, eh bien l'École nationale d'administration du Togo est en pleine réforme, des réformes accompagnées d'une grande rénovation. Regardez ce bâtiment qui relook complètement le cadre, la structure même de l'établissement. C'est ici que nous enregistrons cette émission. Coup de projecteur tout à l'heure sur l'ENA, l'École nationale d'administration du Togo. Notre invité nous attend là-haut, dans le hall, au premier étage de ce bâtiment. Nous allons le rejoindre tout à l'heure. En attendant, je vous propose une petite visite guidée des lieux de la bâtisse, toujours en chantier. Et c'est en compagnie de M. Abou Rachidou. Il est le directeur cycle 2. Nous sommes à l'École nationale d'administration, ENA du Togo. Vous voyez que nous sommes en plein chantier. Nos bâtiments sont en rénovation. Vous allez vous-même constater. Nous avons ici, c'est la salle informatique. Pour le moment, nous sommes en chantier, comme vous le voyez. Donc c'est ici que va se retrouver tout ce qui concerne l'informatique. Nous avons la salle des profs. La salle des profs. Voilà cette salle. Je pense que comme vous le voyez vous-même, c'est une salle qui est en réflexion. Une salle de cours, comme vous voyez. Donc c'est une salle qui peut prendre 25 élèves au maximum. Ce sont des salles ou des cours optionnels. Ça, c'est le bureau du directeur du cycle 3. Et actuellement, comme je l'ai dit, actuellement, on est toujours en chantier. Mais cependant, on a quand même placé le bureau. Il reste les autres matériels à venir placer pour que ça soit opérationnel. Voilà, ici, nous sommes en train de monter. Nous avons la grande salle. Lorsque nous avons des cours transversaux, c'est-à-dire les cours de tronc commun de plus de 200, voire même 300 élèves, voilà la salle qui va accueillir ces étudiants pour ce cours-là. Donc, comme je le disais tantôt, nous avons des options où nous utilisons les petites salles. Lorsqu'il s'agit des cours transversaux, nous utilisons les salles comme celle-ci. Et voilà donc pour la structure. Un tour par ici et ça vous laisse déjà une impression de renouveau, de fierté. D'aucuns vont même plus loin, comme dans l'interview que je vous propose de suivre maintenant. Si vous avez l'occasion d'aller à l'ENA, vous verrez un joyau, un nouveau joyau qui est sorti de terre, un bâtiment flambant neuf. Et cela procède également de la motivation des apprenants. Vous avez désormais un cadre décent, j'allais dire, un cadre approprié pour étudier. Oui, ça donne aussi de la valeur, ça donne aussi le goût d'apprendre, le goût d'arriver. Et là, je pense que c'est une importante chose. Monsieur Kondami Christophe, bonjour. Bonjour, monsieur Gerson. Merci de recevoir l'équipe de la télévision togolaise ici, à l'ENA, pour l'enregistrement de cette émission. Vous êtes le directeur des études des cycles 3, vous êtes le directeur de la formation continue. Tout à fait. Merci de nous recevoir. Merci beaucoup. Voilà, monsieur le directeur, on vient donc de voir cette visite guidée, d'écouter cette impression. On le voit à l'entrée de l'ENA, lorsqu'on rentre, le visage et même l'intérieur de cette école change. Est-ce que d'ores et déjà on peut affirmer que la capacité d'accueil aujourd'hui des étudiants est nettement améliorée, voire satisfaisante, y compris même pour les enseignants? Merci, monsieur Gerson. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord dire un merci. Merci aux premières autorités du pays qui nous ont permis d'arriver à ce niveau. Au nom du directeur général de l'ENA, nous voudrions exprimer à la télévision nationale et à votre hiérarchie toute la gratitude de notre institution pour l'accompagnement que vous nous apportez.
Vous me demandez tous les changements qui sont en cours, ce que cela voudrait apporter. Effectivement, au plan pédagogique, j'avoue que le travail qui est salle fait... de cours, bibliothèque par exemple. Voilà, il y a un effort substantiel qui est fait et ces efforts-là entrent dans une logique de réforme et de modernisation de notre ENA et de notre administration publique. Donc la réforme est structurée en plusieurs pans. Nous avons déjà travaillé sur les curricula de formation. Nous sommes en train de travailler sur les locaux et les locaux devraient permettre d'avoir un cadre de travail décent, un cadre qui puisse permettre aux apprenants de travailler dans de très bonnes conditions. Et donc, de ce fait, le nouvel bâtiment va améliorer substantiellement les capacités d'accueil de l'ENA en termes de salles de classe, en termes de mobilier de bureau et en termes d'équipements de dernière génération, en termes de pack technologique de l'école. Donc, nous croyons que tous ces efforts-là participent à la modernisation de notre administration publique. En dehors de ce bâtiment, en dehors de tout ce que vous avez cité, y a-t-il d'autres travaux qui prennent toujours en compte les besoins de formation, évidemment aussi, même pour le prestige de l'école? Tout à fait, tout à fait. Le bâtiment, vous le voyez, lui, c'est physique, mais à l'intérieur, j'ai parlé du mobilier. Un mobilier de dernière génération qui tient compte de l'âge des apprenants, puisque ce sont des personnes adultes. Mais à côté, il y a l'équipement technologique, notamment le parc informatique qui va être ultra modernisé. Et puis à côté, il y a un réseau numérique qui va permettre à l'institution de dérouler toutes les formations et de tenir toutes sortes d'activités, aussi bien en présentiel qu'en virtuel. Donc avec l'aide d'un certain nombre de partenaires, nous avons fait un certain nombre de câblages qui sont de nature à améliorer la qualité de nos prestations au niveau de l'ENA. Nous sommes en temps de pluie et même parfois en temps de en saison sèche, il n'est pas rare de voir, lorsqu'on vient à l'ENA, de l'eau stagner par moment. Est-ce qu'il y a un projet, par exemple, des travaux de voirie pour assainir davantage le cadre? C'est le deuxième volet. C'est le deuxième volet des aménagements en cours. Après le bâtiment, nous avons entamé déjà les travaux de la voirie. Et je vous rassure que dans très peu de temps, l'eau que vous voyez stagner, vous ne la reverrez plus. Parce qu'un dispositif de drainage de l'ensemble de la cour, avec un pavement qui va entraîner, ou bien qui va drainer toute l'eau avec un cadre pour mieux stationner, va sortir des terres. Venons-en maintenant, M. Colin, si vous le permettez, la vocation même de l'ENA, de l'École nationale d'administration. On sait que l'administration, c'est des services divers et variés, c'est des compétences différentes, c'est des spécialités bien définies. Quelles sont les filières dans lesquelles les formations sont administrées aujourd'hui à l'ENA? Alors, les formations sont effectivement délivrées dans plusieurs options. Des options qui cadrent avec les besoins des ministères sectoriels. Et en cela, nous avons deux cycles de formation, le cycle 2 et le cycle 3. Au cycle 3, nous avons, je cite rapidement, les options qui sont ouvertes, l'administration générale, l'administration du travail et des lois sociales, la gestion des collectivités locales, la gestion des services de santé, la diplomatie, quoi encore, l'administration scolaire et universitaire, qui sont des filières ouvertes. Au cycle 2, nous avons ces mêmes filières-là qui sont ouvertes, mais de niveau inférieur, avec une variance qu'on va appeler administration hospitalière, en plus de celle que j'ai déjà citée. Donc, vous constatez que toutes ces options-là cadrent pour chacune d'elles à un ministère donné. Tous ceux qui sont formés en administration hospitalière ou en gestion des services de santé sont prioritairement dédiés à améliorer la qualité de service dans les administrations de santé. Pour ce qui concerne l'administration générale, c'est pour l'administration générale comme le nom le dit. Pour les collectivités territoriales, vous savez, un travail énorme est fait en termes de décentralisation. On a ouvert depuis 2 ans cette option-là au cycle 2 et au cycle 3 pour renforcer les capacités en ressources humaines de ces collectivités territoriales. Et donc vous voyez que plusieurs options sont effectivement ouvertes au niveau de l'ENA pour répondre aux soucis de l'État
d'assurer le service de qualité à tous nos usagers. Et pour assurer cette formation, est-ce que l'ENA s'appuie uniquement sur des enseignants nationaux ou vous faites appel à des compétences extérieures? Très bien. Précisément, une précision simple, tous les enseignants de l'ENA sont d'abord des vacataires. Mais ce sont des vacataires en majorité des nationaux de cadres supérieurs. Pour enseigner à l'ENA, c'est quand même ça demande une certaine expertise. Parce que ce sont des experts qui officient. Des vacataires, c'est-à-dire qu'ils enseignent ailleurs et qu'ils viennent juste pour des prestations de services ici, un peu la pige, comme on le dit chez nous. Voilà, ce sont des experts qui officient comme cadres supérieurs publics ou cadres supérieurs privés, mais qui consacrent une partie de leur temps à la formation. Donc, je disais que pour enseigner à l'ENA, ça quand même demande une certaine notoriété en termes de savoir dans son domaine. Et donc, on a des nationaux en majorité, mais lorsque le besoin de formation nécessite une compétence que nous n'avons pas, on ne manque pas de faire recours à des ressources humaines externes, notamment en se référant aux énaceurs. Évidemment, lorsqu'il s'agit des formations continues, il arrive que nous sollicitions des compétences extérieures. Même majoritairement, ce sont des cadres nationaux qui officient. Comment est-ce qu'ils sont, entre guillemets, recrutés, même s'ils sont vacataires, pour enseigner à l'ENA? Jusqu'à une date récente, on procédait par cooptation. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai déjà mentionné les différentes options. Ceux qui y enseignent... dans d'autres écoles? Non, ceux qui interviennent dans ces options-là, comme enseignants, sont des hauts cadres des ministères sectoriels d'appartenance ou de ces options. Donc, quand je prends la gestion des services de santé, beaucoup d'intervenants viennent des secteurs de la santé. D'accord? Et donc, ils arrivent pour accompagner l'école. Mais maintenant, depuis 2 ans, pour donner plus de chance et pour rajeunir l'équipe, nous avons fait un appel à candidature. Et à l'issue de l'appel à candidature, un certain nombre d'intervenants et d'experts se sont portés volontaires pour enseigner à l'ENA. Et un jury a siégé pour sélectionner, pas les meilleurs uniquement, ceux qui sont les plus disponibles et au regard des besoins. Ils étaient nombreux à concourir, de très bonnes compétences, mais dans l'immédiat, on a retenu certaines compétences sur la base de leur profil et de nos besoins. Il y a d'autres qui sont dans la base de données. Et ce sont ces experts-là que nous avons sélectionnés qui désormais interviennent. Je précise qu'ils sont de tous les secteurs, aussi bien publics que privés. Du moins pour les filières dont, qui sont ouvertes. Bien, la formation qui est donc reçue à l'ENA, comment cette formation est appréciée? Eh bien, nous avons d'abord interrogé certains étudiants qui sont donc des Togolais, qui sont actuellement chez vous. On va les écouter. Qu'est-ce qu'ils disent de cette formation qu'ils reçoivent? On les écoute et puis on revient tout à l'heure au plateau. Merci. Bon, j'ai décidé de me faire former à l'ENA pour être plus performante, plus efficace à mon poste. Ok. Et qu'est-ce que vous mettez dans efficacité et performance? Dans efficacité et performance, je mets l'atteinte des objectifs qui sont fixés par ma direction et l'utilisation optimale des ressources qui sont mises à ma disposition. Pour arriver à l'ENA, je me suis fixé des objectifs pour pouvoir apporter ma contribution sur la question de décentralisation qui sont en vogue, qui sont juste la nouveauté au niveau du Togo, telle que implémentée par les autorités du pays. Effectivement, nous avons appris beaucoup au niveau de la décentralisation. D'abord, il y a eu des matières générales au premier semestre avec l'accent particulier sur le droit, parce qu'un administrateur doit maîtriser le droit de l'administration. Ensuite, nous avions fait des conférences sur une période d'1 mois afin de nous imprégner davantage sur des notions de la pratique administrative. Les enseignements sont de haut niveau avec des cadres de l'administration. Il y a des enseignants des universités qui arrivent pour nous dispenser les cours. Et la direction a été toujours à nos petits soins en nous aidant, en nous encadrant, puisqu'il y a de nouveaux programmes qui sont arrivés et c'est la direction qui nous a aidés
à vraiment arriver là où nous sommes aujourd'hui. Si je suis venu à l'ENA, c'est pour devenir en fait un grand fiscaliste pour servir l'administration de mon pays. Parce que sur le terrain, je vois les fiscalistes, surtout nos profs qui viennent nous enseigner en classe, ce sont des fiscalistes. Donc la manière dont ils nous parlent, ils nous incitent à travailler, donc cela me pousse encore à faire plus et devenir un grand fiscaliste dans l'avenir. Tout ne dépend pas des profs, tout dépend de la volonté des étudiants aussi. Et donc comme je suis vraiment engagé, donc je pense que je pourrais devenir un très grand fiscaliste dans l'avenir. Voilà, M. Kolané, donc vos étudiants se sont exprimés, vous les avez entendus, une réaction par rapport à... Écoute, je ne peux qu'être satisfait et puis les encourager par rapport à ce qu'ils disent. Effectivement, ils ont relevé un point important. La vocation de l'ENA, c'est d'accompagner ses futurs hauts fonctionnaires à atteindre un niveau de performance élevé. Le niveau de performance suppose qu'ils doivent éprouver un certain nombre d'enseignements et ils doivent les valider et prétendre être à même de servir l'administration à un niveau élevé. Alors, quelqu'un est en train de parler effectivement, j'ai cité les filières, j'ai manqué de citer la douane, les impôts et les finances et trésors. Initialement, il y avait ces filières-là qui étaient qui formaient uniquement les nationaux et les étrangers. Depuis un temps, ces options sont ouvertes à l'Office togolais des recettes et c'est majoritairement des non-nationaux qui viennent poursuivre leurs études dans ces différentes options. Ils ont aussi soulevé les programmes. Les programmes ont été entièrement rénovés et qui prennent en compte les exigences et les besoins des administrations et des usagers. Et donc, nous travaillons à cela. Ils ont parlé aussi des évaluations. C'est vrai, on fait de notre mieux pour les accompagner. Par rapport aux évaluations, par rapport au programme, justement, nous avons interrogé aussi certains enseignants de l'ENA, de l'École nationale d'administration. On va les écouter aussi et puis vous allez réagir juste après. Il n'y a pas que les fonctionnaires, il y a aussi les candidats étudiants qui sont venus directement de l'université avec soit la licence ou le master. Donc, nous essayons de veiller à ce que l'enseignement soit de haut niveau, en tenant compte de ceux qui viennent de l'administration, ceux qui sont déjà en activité et en tenant compte aussi de ceux qui sont des étudiants. Donc, nous essayons de mélanger les deux de façon que cela soit un enseignement de qualité. À travers les contenus de formation, nous leur donnons les outils nécessaires pour être aptes à répondre à leur poste lorsqu'ils seront au boulot. L'administration même est là pour les réglementer par rapport aux dispositions physiques, c'est-à-dire je vais parler de comportement par exemple, je vais parler d'habillement, je vais parler de la régularité au service, ne pas être en retard. Et tout ceci, c'est géré par l'administration. Dans l'enseignement, lorsque vous montrez que vous maîtrisez votre travail, vous amenez les enseignants, les élèves à vous copier, vous les amenez également à comprendre qu'on ne peut réussir que lorsque on bosse, on travaille. C'est pour cela que, par exemple, les tricheries sont punies sévèrement ici, parce que vous imaginez un grand cadre qui est issu de la tricherie, ça ne donnera pas un bon résultat. Donc, c'est l'ensemble de ces dispositions que nous prenons ici pour que nos élèves puissent sortir et qu'ils soient de bons fruits. Et voilà, donc le dernier intervenant l'a plus écouté sur la discipline qui entoure donc la méthode de formation. Une réaction? Effectivement, il y a une discipline de faire. Hein. J'avoue que ce n'est pas de gaieté de cœur. En fait, c'est par rapport aux exigences du service public. Vous savez, servir le public, ce n'est pas, ou servir la communauté n'est pas une chose aisée. Effectivement, en s'engageant, il faut qu'on soit averti. Il faut que ce soit un homme averti. Je prends l'exemple du service public en termes d'horaire. Le travail commence à 7h et finit à midi. Il reprend à 14h30 et finit à 17h30. C'est institué comme ça pour la délivrance du service public. Au niveau de l'ENA, nous en faisons, comment je vais dire, la règle cardinale. C'est une règle cardinale. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, on doit démarrer le service à 7h. C'est déjà une exigence énorme. Effectivement, vous l'imposez. Nous l'imposons. Il y a ce qu'on appelle la discipline vestimentaire, par exemple. Le haut fonctionnaire ne doit pas apparaître aux usagers comme n'importe quel kidam. Il faut délivrer ce service dans un certain nombre de respect, de valeur et de dignité. Et le haut fonctionnaire se doit d'avoir une certaine attitude correcte. Et en cela, par exemple, la tenue, elle est de rigueur et les étudiants ou les élèves sont astreints
au port correct de leur tenue. Pour ce qui est même des intervenants eux-mêmes, l'intervenant, lui-même... C'est-à-dire les enseignants. Les enseignants. L'enseignant vient de dire, ils doivent être des modèles. Ils doivent être des modèles. Il faut que leur manière de faire puisse susciter l'adhésion. Donc, en cela, eux aussi, ils sont sous le suivi ou sont sous la coupe de notre règlement intérieur, que j'avoue, pour nous, encadreurs, ce n'est pas du tout facile. Parce que, vous savez quoi, quand vous gardez le prisonnier, vous-même, vous êtes comme un prisonnier. Donc, ce qui fait qu'au niveau de la discipline, on ne badine pas. On ne badine pas pour le simple désir, mais pour préparer tous ces hauts cadres qui aspirent à servir l'administration, à se mettre déjà dans la peau des contraintes liées à leur future fonction. C'est ce qui justifie. Il a parlé aussi de la tricherie ou de tout ça. Effectivement, j'adhère à ce qu'il a dit. On ne peut pas permettre quand même que des gens respectables se référencient par rapport à des actes aussi délictueux que la fraude aux examens, qui est sévèrement punie. Donc, ils ont effectivement résumé. Les étudiants viennent de différents horizons, des fonctionnaires, des non-fonctionnaires, des nationaux, des non-nationaux. Certains nationaux viennent du secteur privé, des confessions religieuses, qui sollicitent l'École nationale d'administration pour renforcer, pour former leurs agents. Les administrations sœurs du Congo, du Tchad, de la République centrafricaine, du Bénin, du Niger, j'en passe, sollicitent aussi l'administration ou l'ENA pour la formation de leurs agents. En plus de ces fonctionnaires qui arrivent par le biais de leur ministère de fonction publique, mais il y a d'autres qui viennent à titre privé pour s'inscrire. Mais tous subissent les mêmes évaluations et sont sanctionnés par le diplôme de l'École nationale d'administration. En dehors justement des étudiants qu'on a écoutés, des étudiants qui sont reçus, que ce soit étudiants qui viennent après le bac ou des fonctionnaires, nous avons voulu aussi interroger ceux qui ont été déjà formés à l'ENA, des anciens élèves de l'ENA, pour donner un peu leur avis avec le recul et l'expérience nécessaire, puisqu'ils sont confrontés maintenant aux réalités du terrain au quotidien. On va les écouter aussi et puis on aura une réaction après avec vous. La qualité des prestations de services publics, leur succès et la satisfaction des usagers dépend de la qualité des acteurs qui animent ces services publics. Et dans le cadre d'espèces, l'ENA est l'institution qui forme les futurs cadres pour animer justement ces services publics. Nous avons constaté dans les nouvelles réformes qu'il y a plus des cours pratico-pratiques, des cours qui se basent sur les faits réels, sur l'expérience administrative, sur ce qui se fait sur le terrain, contrairement aux cours théoriques, parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a disons des années-lumière. L'autre réforme également que je pourrais noter, que nous avons constaté, c'est le recrutement des enseignants au sein de l'ENA. Depuis l'arrivée du nouveau DG, le recrutement des enseignants se fait par appel à candidature ouverte. C'est ouvert à tout le monde. Quand c'est un appel à candidature ouvert, là c'est une question de compétence. Là, c'est les meilleurs qu'on prend. Donc nous pensons que sur cette base, si les critères de sélection ou la commission de sélection est rigoureuse, oui, on peut avoir, ce n'est pas des enseignants, des intervenants par favoritisme, mais des gens qui ont la compétence et qui ont l'expérience nécessaire pour venir former les élèves à l'école. Je voudrais saluer ici l'esprit de concertation créé par les nouvelles autorités de l'ENA. À l'ENA, il y a régulièrement des rencontres entre élèves et professeurs, entre élèves et même les ministres. Vous avez vu tout récemment, les membres du gouvernement, certains membres du gouvernement sont passés un à un devant les élèves pour leur présenter la mise en œuvre de la feuille de route
gouvernemental Togo 2025. Donc, vous voyez, c'est une bonne chose. Déjà, en étant en situation d'apprentissage, ils savent déjà à quoi s'en tenir, ce qui se passe de l'autre côté, et ils vont s'apprêter pour être prêts et servir demain. Pendant longtemps, l'ENA est resté cloisonné, figé. Mais au vu des réformes qui se font actuellement, je peux dire que l'ENA s'inscrit parfaitement dans la ligne de la dynamique impulsée par le chef de l'État. Par rapport à ce que l'ENA peut améliorer, je vais beaucoup plus me pencher sur les stages. Je recommanderais d'abord un stage d'imprégnation. Dès la rentrée, que les élèves soient confrontés à l'administration avant de revenir faire les cours proprement dits. Pour ça, permet une ouverture d'esprit. Et du coup, on touche l'administration avant de revenir, notre mentalité change. Aussi, en fin de formation, que l'école fasse un suivi, s'assure que vraiment les élèves sur le terrain, dans les différents stages, arrivent vraiment à capitaliser les compétences auxquelles ils s'attendent. Que aussi l'administration soit sensibilisée pour accueillir les ENAC qui vont arriver, qui offrent plutôt un cadre plus meilleur, plus approprié aux stagiaires qui vont arriver. On vient d'écouter des anciens élèves de l'ENA qui sont aujourd'hui dans l'administration. On a reconnu M. Gani qui est le directeur de cabinet aujourd'hui au ministère des Affaires sociales. Et la dame qui est passée aussi. Une réaction par rapport à ça. Il y a eu même des doléances, mais on reviendra là-dessus. Tout à fait. J'adhère entièrement à ce qu'ils ont dit, mais je voudrais dire que la notoriété d'une école dépend en fait de la qualité de ses produits sur le terrain. Et ils sont les meilleurs ou sont les mieux placés pour apprécier ce qu'on fait, mais la notoriété de l'école va dépendre de la manière dont ils prestent dans l'administration. Et comme ils l'ont dit, je suis mal placé pour dire le contraire. Ils ont relevé un certain nombre d'acquis que nous sommes en train de faire. Effectivement, cela rentre dans la dynamique de la réforme. Au niveau de l'enseignement, nous voulons que l'enseignement soit réparti à 85% basé sur des cas concrets. Voilà, M. Gani a parlé de cours pratico-pratiques. De cours pratiques. Voilà. Et 15% sur de la théorie. Pourquoi de la théorie à 15%? C'est permettre quand même, c'est un rappel des fondamentaux que les auditeurs ont déjà eus dans les universités. Et quand ils arrivent ici, ce n'est pas une université bis. Nous rappelons à nos enseignants que les salles de classe de l'ENA ne sont pas des salles de cours de la faculté. Donc, c'est de venir partager avec eux des situations réelles vécues ou supposées, mais qui existaient ailleurs, même si ce n'est pas dans l'administration publique togolaise, pour que les apprenants eux-mêmes, à l'aune de ce qui est donné, puissent se faire une idée de ce qui est fait. Donc, deuxième élément, ce sont des adultes. On a mis l'accent sur la formation des adultes. La méthode de formation, elle est différente. La méthode, elle est différente, c'est l'andragogie. Alors, quand vous parlez à un adulte ou quand vous voulez former un adulte, il y a un certain nombre d'attitudes que l'enseignant lui-même devrait avoir. Et donc, nous insistons beaucoup sur cela pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et elle a parlé des stages. C'est vrai. Je crois peut-être qu'elle n'a pas déjà tout. Elle est sortie il n'y a pas longtemps. Mais nous sommes en expérimentation. Il y a désormais 2 stages. Un stage à la fin du premier semestre. Stage d'imprégnation. Un stage d'imprégnation. Et un stage normal de fin de formation. Pour la formation pilote que nous sommes en train de conduire, qui est un programme spécial mis en place par l'École nationale d'administration, à la fin de leur premier semestre, ils ont eu un mois de stage. Et comment on a organisé ce mois de stage? On l'a organisé en faisant venir des cadres de l'administration. Au lieu qu'ils aillent, ils iront à la fin. Mais cette fois-ci, ce sont les cadres de l'administration qui sont venus, aussi bien des directeurs généraux, des chefs de service, que des ministres de la République. Oui, mais est-ce que qui sont venus leur cette façon de faire, est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on est toujours sur place dans un cours? Non, non. Même si, non, il vaut mieux d'abord, parce que pour qu'ils observent sur le terrain,
il faut qu'ils comprennent ce qu'ils vont aller observer sur le terrain. On leur a délivré des enseignements théoriques sur un certain nombre d'aspects. Maintenant, des praticiens sont venus, parce que s'ils étaient allés dans les services, ils passeraient d'une administration à une autre. Et donc, les premiers responsables sont venus leur présenter les différentes administrations, le fonctionnement, puisque c'est des ministères sectoriels variés, les réalités ne sont pas les mêmes. Et donc, ils sont venus leur présenter les différentes situations. Quand ils vont aller en stage, la prochaine fois, ils sauront sur quoi ils vont mettre l'accent avec le contact. Donc, le stage pratique désormais sera un moyen pour eux de confronter ce qu'ils ont eu, aussi bien sur la base théorique que sur la base de leur stage d'imprégnation, pour pouvoir aller valoriser mieux ce stage-là. Voilà. Monsieur Kolandi, on va avancer. À ce jour, ou du moins pour cette année, combien d'étudiants compte l'ENA Togo? Pour cette année, nous sommes autour de 450 étudiants. Donc, si je ne m'abuse, 230... Y compris les étrangers? Oui, y compris les étrangers. Y compris les étrangers. Y compris les étrangers, 450, 470, disons 470. Parce que je précise, il y a 2 cycles. Au cycle 3, ils sont autour de 232. Au cycle 3, ils sont autour de 232. Au cycle 3, ils sont autour de 210. Donc environ 200. Pour ces étudiants étrangers qui viennent se former ici à l'ENA Togo, est-ce qu'il y a des nationalités qui sont, disons, inscrites aux abonnés ou ça vient chaque fois de partout? C'est vrai, c'est vrai. Il y a, on reçoit environ 7 ou 8 nationalités qui arrivent, mais majoritairement ceux qui nous sollicitent viennent d'Afrique centrale, notamment la République du Congo et la République du Tchad. Et ces dernières années, la République du Niger, qui venait par le passé, a commencé par revenir. Donc en termes de proportion d'étudiants, après le Tchad, c'est le Congo qui vient, après c'est le Niger. Il y a en plus, les Centrafricains arrivent de plus en plus, il y a les Béninois qui sont là. Voilà, il n'y a pas longtemps, il y avait même des Gabonais qui venaient, mais de moins en moins. Ça vient, ça arrive comme ça, à l'ENA, où c'est des partenariats peut-être que le Togo entretient avec ces pays et qui favorisent peut-être comme je disais, c'est la renommée, en fait, ce sont les anciens produits qui sont allés vendre un peu plus. Et c'est après que nous cherchons à établir des relations pour mieux encadrer ces non-nationaux qui arrivent. J'avoue que c'est une des difficultés et là nous sommes en train de travailler sur ce côté-là pour voir dans quelle mesure nous allons canaliser d'abord la sélection des non-nationaux. Sélectionner les non-nationaux n'est pas tâche aisée quand je comprends qu'il faut aller dans les différents pays. Et donc il faut qu'on trouve de bons relais, notamment les administrations sœurs qui vont nous aider. Mais jusqu'à maintenant, ils venaient eux-mêmes pour faire la demande et on étudie. Cette fois-ci, nous avons décidé, pour la rentrée 2022-2023 qui va venir, tous ceux qui arrivent à l'ENA de l'extérieur vont subir un test de sélection. Avant eux, ils sont reçus par étude de dossier. Oui, maintenant cette fois-ci, on va les prendre. Il y aura 2 étapes. Il y aura une étude de dossier, mais avant d'accéder aux salles, il faut qu'ils subissent un test qui est prévu déjà. En bonne et due forme. Voilà, donc je précise que la sélection va se clôturer à la fin, au 30 septembre prochain. Donc il n'y aura plus. Nous allons nous atteler, sauf si on prolonge, mais nous allons nous atteler pour qu'à la rentrée de novembre, que les non-nationaux soient sélectionnés sur les mêmes bases que les non-nationaux. Évidemment, après étude de dossier pour certains, avant de faire les nationaux. Certains, nous avons interrogé certains d'entre eux, ces étudiants étrangers qui viennent à l'ENA Togo. On va écouter ce qu'ils disent et puis on revient sur le plateau. La manière d'enseigner, comment on le fait chez nous. Puisque ici, depuis qu'on était venu, maintenant c'est ma 2e année ici, pas de grève, pas de perturbation, rien. Vous voyez, et puis les enseignants, ils sont assidus. J'ai été informée de la bonne qualité de l'enseignement de l'École nationale d'administration du Togo. C'est dans cette optique que je suis venue aussi me faire encadrer pour être utile à l'administration de mon pays. Il y a beaucoup des aspects sur lesquels l'École nationale d'administration a joué, comme par exemple le comportement d'un comptable, tant que je suis dans l'administration de son pays.
les principes à respecter. Vraiment, c'est un peu différent. Bon, l'enseignement que j'ai reçu, ça m'a vraiment permis de m'auto-évaluer pour être vraiment cet inspecteur vraiment dynamique que l'administration veut, pour atteindre aussi l'objectif. Vous en parliez tantôt, hein, ils seront soumis à un test d'évaluation pendant que les nationaux sont recrutés par concours. À ce concours, en quoi consistent les épreuves? Est-ce que c'est par spécialité, par rapport aux filières, ou c'est un tronc commun d'abord pour le recrutement? Oui, c'est la première expérience cette année. C'est la première expérience. Les réflexions sont en cours, mais ils n'auront certainement pas le nombre de matières à concourir comme les autres. Mais nous allons mettre l'accent sur le test du niveau de la langue, par exemple, et puis les tests de spécialité. Donc on va s'assurer, parce qu'ils accèdent au cycle 3 avec un niveau minimum de licence. On doit s'assurer que leur niveau de licence est effectivement vraiment très bien. On ne peut pas juger de la licence sur papier, mais nous croyons que cette fois-ci, nous allons passer à des interviews et puis bien sûr à des tests pour voir des prérequis. Parce que nous n'aimons pas souvent voir aussi trop d'échecs à la fin. Lorsqu'il y a trop d'échecs, sont des pertes aussi bien pour les administrations que pour l'étudiant lui-même. Mais pas question d'aller quand même à la complaisance. Ah non, pas du tout. C'est pour cela, c'est pour éviter les renvois massifs de fin de semestre. Si vous vous en souvenez, des fois, on ne communique pas souvent, mais à la fin du semestre, c'est souvent des grincements de dents. On se sépare de beaucoup, alors qu'on aurait pu peut-être déjà les empêcher de rentrer si on a fait le tri. Et c'est ce tri-là qu'on veut faire pour diminuer ou freiner le renvoi. Donc le niveau de la langue sera sérieusement évalué. Des pays n'ont pas forcément la langue comme langue, n'ont pas le français comme l'instrument fondamental. Des pays ont comme l'arabe en seconde langue. Voilà quelqu'un qui a une licence dans une université où l'arabe est la langue dominante. Il a une licence certes, mais quand vous devez le faire suivre des enseignements en français, ça devient difficile. Certes, il comprend, mais il n'a pas les bases. Et donc, ces étudiants, déjà, à la présélection, si on peut gentiment leur conseiller de faire autre chose, nous ne manquerons pas, au lieu de les laisser, et après, ils vont être renvoyés. Aujourd'hui, le Togo est membre du Commonwealth. Est-ce que dans les réformes, c'est prévu qu'il y ait des cours où on mise également sur l'anglais? Tout à fait. L'anglais est toujours enseigné à l'École nationale d'administration. L'anglais est enseigné, mais c'est un anglais professionnel. Alors, c'est un anglais professionnel et donc nous croyons qu'on doit continuer l'effort dans cette discipline. C'est enseigné. Actuellement, si mes informations sont bonnes, il y a eu un dernier concours, vous êtes en pleine correction. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est déjà terminé. À quand les résultats? Bon, les résultats, on y travaille. Les corrections sont finies. Et les dépouillements, la saisie des notes, les dépouillements, les vérifications se poursuivent. Nous allons transmettre aux autorités compétentes les listes pour les publications. Vous savez, c'est un concours suffisamment très élitiste. Les places sont très limitées et donc nous veillons à ce que tous les contours soient pris. Et donc, c'est l'État qui voit les postes à pourvoir dans l'administration au regard des résultats que l'ENA envoie. Et au moment opportun, ils vont sortir les résultats. Nous avons, lorsque nous avions fait un tour, notre équipe est venue ici, on a rencontré quelques correcteurs, ils se sont exprimés aussi, on va les écouter, pour voir comment est-ce que la correction est faite de ces épreuves-là, quel est le niveau des candidats, la capacité, comment ça se passe, on va les écouter aussi. Je participe régulièrement aux activités de correction du concours de l'ENA. Ce matin, en effet, nous sommes là également pour cette activité. Nous avons abordé le sujet, et le carnaval, les thèmes. Entre nos collègues, nous avons estimé que le sujet de l'épreuve était un peu corsé par rapport aux années précédentes. Ce n'est pas un sujet classique, un sujet de dissertation classique, mais qui est bien adapté donc, à la nouvelle donne. Je dirais que c'est un sujet abordable.
parce que c'est un sujet qui porte sur le citoyen et l'État. Autrement dit, la corrélation, la relation qui existe entre le citoyen et l'État. Et je crois que ce sujet vient à point nommé pour dire combien de fois le gouvernement togolais pense à ses futurs cadres. Nous avons bien démarré le travail. Une correction sereine est en train de se faire actuellement. Alors, vous êtes le directeur des études et stages cycle 3. On va parler de l'évaluation. Est-ce que l'évaluation, la correction, la sélection, est-ce que c'est vraiment rigoureux ici à l'ENA? Y a-t-il vraiment le tamis comme sous d'autres cieux? Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. En tout cas, il y a deux, vous me posez la question, il y a deux niveaux. Il y a le concours d'entrée et puis il y a la formation. Prioritairement, moi, mes fonctions, ce sont des fonctions de directeur pédagogique. Donc, je veille à la régularité de toute la pédagogie, de l'entrée de l'étudiant jusqu'à sa certification. Donc, en cela, il n'y a pas de doute. Puisque je vous ai dit, les cours sont calibrés par trimestre, par semestre, et à la fin de chaque semestre, il y a une évaluation. Ce sont des évaluations classiques, sur table. Et les corrections se font sur place, et les résultats sont compilés par un service d'examen qui, avec un anonymat par matière, qui à la fin nous sort des résultats finaux. Ce qui fait que le directeur des études n'a pas connaissance. Finaux et fiable. Fiable. Le directeur des études n'a pas connaissance du numéro d'anonymat. Par le passé, nous avions un seul code pour toutes les matières. C'est vrai, vous savez, quand vous travaillez avec les hommes, il y a souvent des ratés. Donc, mais on a trouvé un moyen de tout corser. C'est difficile de pouvoir dire. Et sur cette base-là, avec les formateurs qui sont d'un niveau de responsabilité élevé, nous ne doutons pas de la qualité du travail. Vous savez, ce n'est pas du tout aisé. Maintenant, pour ce qui concerne le concours d'entrée, le concours d'entrée, comme je l'ai dit, c'est suffisamment élitiste. Hein, et le processus de sélection des correcteurs. Mais que répondez-vous à ces rumeurs qui disent que les étudiants étrangers viennent avec beaucoup ou suffisamment d'argent et donc il y aurait un peu de corruption? À la fin, ils sont forcément acceptés pour le concours, enfin, pour l'entrée et d'abord pour le diplôme après. Que répondez-vous à ces rumeurs? C'est des mauvaises langues? Oui, vous savez, dans toute action humaine, il y a toujours des gens qui disent, hein, vous avez interviewé les étudiants, vous avez vu ceux qui parlent du bien, mais on ne peut pas attendre que tout le monde parle du bien. Donc il y a toujours des gens qui diront. Mais ce qu'il faut retenir, une institution comme la nôtre se positionne comme un pôle d'excellence et se doit de mettre en œuvre tous les dispositifs pour que les produits soient bien formés. C'est en cela que nous incitons, que ce soit le personnel de l'ENA, que ce soit les enseignants, que ce soit les élèves, à se montrer vraiment à la hauteur de la mission que l'État nous confie. Parce que la faille, elle peut venir de n'importe où. Mais maintenant, nous devons veiller tous, et ça, je salue le courage et le dynamisme du directeur général et de l'ensemble de l'équipe qui travaille. Je vous ai dit comment nous allons procéder pour cette année aux sélections. C'est pour en partie répondre à toute cette critique. Nous allons travailler. Non, vous savez, quelque part, pour ça peut exister, ça existe. C'est possible. Voilà, comme on dit, effectivement, peu. Comment pouvez-vous justifier qu'un étudiant inscrit au cycle 3 ne soit pas capable de suivre les enseignements ou qu'à la fin de l'évaluation se retrouve avec des notes minables dans toutes les matières? Il y a un problème. Soit il est licencié ou il ne l'est pas. Et en cela, on doit peut-être s'interroger sur comment il est arrivé. Si même son recrutement a été régulier, mais là, il fait maintenant une autre... Vous avez connu des cas comme ça? Oui, on a connu des cas. Mais nous recrutons des... quelle était la réaction? J'en viens. Nous prenons des étudiants de cycle 2 avec le niveau bac. Je cite par exemple, je ne voudrais pas donner de pays. Il y a des pays dont j'ai cité déjà tantôt qui viennent solliciter à se faire former. Est-ce qu'ils ont forcément le même système éducatif que nous? Mais le baccalauréat, il est passé, on dit qu'il est titulaire du baccalauréat. Il arrive, j'ai dit, il a le baccalauréat dans un pays où l'arabe est une langue majeure de travail. Il arrive ici, les enseignements se font en français. Donc, tout cela joue. Mais la licence, le bac, c'est le bac. C'est la même chose pour la licence. De plus en plus, il y a des universités, excusez-moi, qui ne sont pas des universités publiques.
c'est pas parce que nous sommes dans le public que je ne dis pas que les autres ne font pas. Mais on n'a pas forcément le contrôle de tous les diplômes qui sont délivrés. Mais quand quelqu'un vient dire qu'il a la licence... Est-ce que pour éviter ça, est-ce que ce n'est pas à ça que doit servir le concours ou, disons, la méthode de recrutement? Mais c'est ce que je suis en train de... Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire que le dispositif, je ne veux pas tout dévoiler. Nous sommes en train de veiller quand même à répondre de manière à satisfaire toutes les mauvaises langues qui pensent que... En tout cas, moi, je n'en connais pas. Mais maintenant, on ne peut pas tout faire. Favoritisme? Il n'y a pas de... Non, non, pour ça, alors, chacun va parler du poste où il se trouve. Je ne crois pas. En tout cas, du moins, au niveau de la direction pédagogique que j'officie, que ce soit au niveau de la direction générale. Mais lorsque vous êtes là et que l'on vous fait des critiques, il ne faut pas botter en touche. Il vaut mieux revoir vos différents outils de qualité pour vous perfectionner. Mais dans le cas, on avance. Précisément, au niveau des étudiants étrangers, est-ce que le nombre croît chaque année? Vous êtes directeur des études et stage cycle 3, vous êtes là, ça fait un certain nombre d'années. Est-ce que il y a de plus en plus d'étudiants étrangers qui arrivent chez nous? Non, non, bien sûr. Je vous assure, hein, pour les demandes d'accès à l'école sont élevées. Si je me contente seulement les 3 dernières années, l'année dernière, par exemple, nous n'avons pas ouvert de place aux étrangers dans les 2 cycles. Mais je ne vous dis pas le nombre de demandes qui sont restées au secrétariat général. Cette année, nous avons ouvert, je ne vous dis pas combien sont bousculés à l'entrée, mais nous avons pris avec les autorités l'option de prioriser les besoins nationaux. Donc ce sont les besoins nationaux qui sont priorisés. C'est lorsque nous allons finir le processus de sélection de l'État que nous allons, sur la base des effectifs que l'État nous demande de former, que nous allons compléter les demandes des pays. On ne peut non plus aussi se fermer, travailler en vase clos avec seulement que les nationaux. Il faut qu'il y ait une certaine mixité avec les autres pays. Et donc, prioritairement, ce sont les fonctionnaires, ce sont les agents publics du Togo qu'on va former. Mais s'il y a des places disponibles, nous allons prendre les non-nationaux. Et je viens de dire aussi comment est-ce que nous comptons nous y prendre pour que nous ayons des étudiants dans des classes qui répondent aux exigences de l'enseignement que nous voulons délivrer. Nous allons entamer la 3e et la dernière partie de cette émission. Nous allons parler donc de l'administration, de la vision, la vocation de l'ENA, arrimer justement à cette vision. Et l'objectif pour toutes ces formations, monsieur le directeur, eh bien, c'est de transmettre des compétences. On en parle largement, aller à l'excellence, pas juste produire des diplômés. Comment l'ENA aujourd'hui s'intègre dans cette perspective-là? Très bien. L'ENA est résolument engagée comme structure administrative de l'État à jouer sa partition dans la vision des premières autorités du pays. Notamment la feuille de route 2025 l'a déjà clairement défini. L'École nationale d'administration doit être un outil de renforcement des capacités des agents publics du Togo. L'ENA doit être le creuset dans lequel les hauts fonctionnaires viennent se mouler, viennent refaire leurs compétences, viennent remettre à jour leurs compétences. Et en cela, nous travaillons véritablement à répondre à ces besoins de l'État. Et pour y arriver, il y a la formation initiale et il y a la formation continue. Pour la formation initiale, nous en avons déjà parlé. Les concours vont s'organiser. Le concours est organisé. On va proclamer les résultats. On l'avait déjà fait l'année dernière. On l'a fait l'année d'avant. Nous mettons chaque année une centaine de cadres à la disposition des différents ministères pour améliorer la qualité du service. L'autre côté qui mérite d'être pourvu, c'est la formation continue. Et c'est en cela que la vision de la direction générale de l'ENA aujourd'hui, c'est de travailler à accompagner le plus efficacement possible les cadres de l'administration, les cadres et les agents de l'administration au travers des formations continues. Dans un de ses discours, il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement, donc l'année, le chef de l'État a appelé à une administration de qualité, tournée vers le développement. Comment est-ce que l'ENA incarne aujourd'hui cette vision du président de la République pour aller justement à une administration qui produit et qui produit
qui va vers le développement. Le développement de qualité, bon, de la formation des agents de qualité passe par ce que nous sommes en train de dire depuis. Nous avons commencé l'émission par le cadre. Lorsque le cadre a été rénové, c'est déjà un dispositif pour nous permettre d'améliorer la qualité des produits qui vont sortir. Nous avons parlé des programmes de formation. Nous avons essayé de revoir les programmes de formation pour les adapter au mieux aux besoins des usagers. Nous avons montré comment est-ce que nous entendons, comment est-ce que nous procédons pour la formation, la méthodologie de la pédagogique mise en place. Tout ceci, la mise ensemble, va nous permettre, à terme, d'avoir des produits qui soient capables de répondre aux besoins. En fait, quand Monsieur le Président de la République parle de la qualité, ça doit se ressentir dans la prestation des services. Et il faudrait que l'ensemble des usagers se retrouvent dans leur administration publique. Lorsque les usagers se sentiront satisfaits de la manière dont les cadres et les agents publics délivrent les services, c'est de la qualité qu'il est question. Lorsqu'il y a des reproches ou des remontrances qui sont faits aujourd'hui dans des services, n'importe quel service de l'administration, comment est-ce que l'ENA réagit par rapport à ça? Lorsqu'il y a des manquements, les usagers n'ont pas satisfaction lorsque l'ENA réagit par rapport à ça. L'ENA n'a pas vocation à intervenir au-delà de la formation. Mais est-ce que c'est des exemples que vous reprenez peut-être dans vos méthodes d'enseignement pour corriger et rectifier? Tout à fait. L'ENA a pour vocation de mettre à disposition des agents et sa mission s'arrête là. Je crois qu'un des intervenants a parlé du suivi. Dans notre cahier de charge, peut-être que dans le cadre de la réforme, il va falloir qu'on y voit. L'ENA n'a pas vocation à faire le suivi en termes d'aller dire à cette administration, vous n'avez pas fait ça, de dire que tel est sorti depuis un certain nombre d'années, il est toujours il végète. L'ENA n'a pas cette fonction. Et donc, en cela, mais en tant qu'usagers nous-mêmes du service public, nous voyons, lorsque des gens nous saisissent, ou que par voie de presse, ou par voie de réseaux sociaux, on apprend des manquements d'ordre déontologique ou professionnel qui peuvent faire l'objet de modules de formation ou de partage comme cas pratique, on ne manque pas. Et comme nous l'avons souligné, les fonctionnaires qui viennent délivrer les enseignements, ils sont pleins d'exemples qu'ils apportent. Et donc, en fait, ils viennent partager avec eux ce qui est. Aujourd'hui, il est question, par exemple, de plus en plus, on parle de l'accueil. L'accueil dans l'administration. L'insatisfaction des usagers par rapport à la prestance des agents publics. Avec tout ce que l'État fait comme effort, les usagers sont toujours reproches. Mais les hauts fonctionnaires ont la capacité d'analyser la pertinence de certaines critiques et de partager avec ses étudiants, par exemple, pour pouvoir le faire. Nous avons fait, par exemple, un certain nombre de conférences avec de certains cadres qui partagent avec les étudiants les réalités. Parce que une chose, c'est de parler de l'extérieur, mais une chose aussi, c'est de vivre la chose de l'intérieur. Il y a des limites dans toute chose, mais tout compte fait, c'est du devoir de l'agent public de satisfaire l'usager, quelle que soit sa position. En termes de besoins, il y a une demande qui est de plus en plus exprimée, surtout par les anciens élèves de l'ENA, qui sont regroupés au sein de Cénacle aujourd'hui. Le système LMDI, ils évoquent ça de plus en plus. Je vais faire écouter une interview et puis on va réagir par rapport à... Vous allez réagir juste après. Étant donné que nous sommes dans un monde planétaire où les choses évoluent, nous souhaitons que la formation à l'ENA soit arrimée au système LMD, licence, master, doctorat. De sorte qu'après la formation, on est sur le terrain. Si on sent le besoin ou la capacité de faire une formation supérieure, une formation doctorale, qu'on ne soit pas bloqué. Parce qu'avec le diplôme de l'ENA, cycle 3, certes, lorsque vous voulez opter pour la thèse, on est souvent confronté à des difficultés, sous prétexte que ce n'est pas un master de recherche, c'est un master professionnel. Donc, beaucoup de nos discussions avec la direction, avec les experts qui sont venus, nous avons vu, et c'était unanime, que tous les anciens
élèves de l'ENA souhaitent, même ceux qui sont en formation, quand c'est concerté, il faut qu'on transforme ça en LMD. C'est professionnel, certes, après on travaille, on est utilisé. Mais si d'aventure quelqu'un veut faire une formation doctorale, si la personne n'a pas une licence de base ou bien n'a pas la maîtrise, elle est bloquée, alors qu'elle a un master en réalité. Donc c'est une doléance forte de l'ensemble des membres de notre association que je tenais vraiment à relever pour qu'on mette l'emphase là-dessus. Ça nous tient beaucoup à cœur. Voilà, donc vous avez écouté la doléance. Qu'est-ce que vous répondez déjà à ça, à chaud? À chaud, c'est une demande légitime. Elle est légitime dans la mesure où, lorsqu'on atteint ce niveau de formation, on souhaite progresser. Mais premièrement, je voudrais rappeler que ceux qui sont, par exemple, titulaires des diplômes de l'ENA ont la possibilité de continuer dans d'autres universités, mais sous réserve de capitaliser certains enseignements qu'ils ont reçus ici. Nous recevons, je ne peux dire combien de demandes d'universités étrangères ou nationales, nous demandant d'envoyer notre programme de formation avec l'ensemble des unités d'enseignement que nous avons dispensées pour qu'à partir de cela, qu'ils puissent leur comptabiliser pour leur permettre de continuer dans leur parcours. Mais au niveau de l'École nationale d'administration, comme vous le savez, et il a souligné, nous délivrons le diplôme du cycle 3 qui, si on devrait le comparer, il est du niveau master. Mais on ne l'appelle pas master. Parce que, vous savez, les exigences académiques sont telles qu'on n'appelle pas les diplômes par n'importe quel nom. Donc, je rappelle qu'à l'ENA, nous délivrons des diplômes professionnels, diplôme de l'ENA cycle 3, diplôme de l'ENA cycle 2. Diplôme de l'ENA cycle 2 qui peut avoir son équivalence en licence, diplôme de cycle 3 qui peut avoir son équivalence en master. Voilà. Mais ce n'est pas ça. Et comme nous n'avons pas, pour que vous délivrez des diplômes de licence, de master et de doctorat, il y a des exigences pédagogiques. Vous devez vous inscrire en termes de nombre d'enseignants, en termes d'infrastructures, et au niveau des enseignants, vous devez voir quel est leur niveau. Est-ce qu'ils sont de quel rang? Et l'ENA Togo ne remplit pas encore l'ENA du Togo ne remplit pas encore ces conditions. Nous nous focalisons essentiellement sur le renforcement des capacités des auditeurs. Est-ce qu'ailleurs, dans d'autres ENA, École nationale d'administration, ailleurs dans d'autres pays, est-ce que les étudiants ont la possibilité d'aller jusqu'au doctorat comme le souhaitent? Nous sommes dans un espace communautaire, notamment mais les réalités ne sont pas les mêmes. Quand je prends l'ENAM du Bénin est logé à l'université d'Abomey-Calavi. Il fonctionne comme si c'était les diplômes, comme si c'était à l'université. Mais ils n'ont pas les mêmes finalités. Quand vous rentrez à l'université d'Abomey, à l'ENAM, vous ne rentrez pas dans l'administration publique forcément. Au niveau de l'administration publique du Togo, lorsque vous y intégrez, si vous admettez au concours, vous sortez et que vous avez satisfait la condition de réussite, vous devenez automatiquement fonctionnaire. Avec déjà le corps, le grade qui est déjà défini. Donc, ce sont des variantes et ce sont des choix. Au Niger, nous avons la même situation et ils ne sont pas à l'université. Au Cameroun, ils ne sont pas à l'université. Vous prenez, j'ai dit le Bénin, ils sont comme si c'était à ça. Donc, c'est d'un pays à un autre, ça varie. Au Togo, c'est un choix. L'ENA est sous la coupe du ministère de la fonction publique et non sous la coupe du ministère de l'enseignement supérieur. Bien entendu, il y a le directeur général universitaire, j'en suis un, donc, mais nous avons, si je vais dire dans le cas de l'ENA, notre hiérarchie, nous avons deux hiérarchies. Il y a des règles bien définies pour chaque entité. À l'ENA, notre hiérarchie, c'est le ministère de la fonction publique, mais dès que nous mettons nos manteaux d'enseignants-chercheurs, nos patrons sont de l'université, ils sont ailleurs. Voilà ce que... Bien, votre ambition d'aller loin, de cadrer avec la vision exprimée par le président de la République, de former une administration de qualité, des agents qui sont vraiment au service des usagers, le service public, est-ce qu'aujourd'hui, y aurait-il des limites à cela? Y aurait-il des difficultés qui vous empêchent de remplir convenablement cette mission? Tout à fait, tout à fait. Et vous savez, nos pays sont suffisamment en difficulté, il y a tout est prioritaire. Et donc, on n'a pas toujours tout ce que l'on veut pour bien faire. Nous saluons l'effort du gouvernement
pour nous avoir permis d'avoir ce local qui améliore nos capacités d'accueil. Mais il y a encore beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de besoins. On parlait tantôt des équipements qu'il faut mettre. Il faut des équipements modernes. Il faut la formation des formateurs. La formation des formateurs, en fait, quand on le voit, ça paraît banal. Mais il y a beaucoup de hauts cadres qui ne sont pas forcément des enseignants de profession. Ils ont besoin d'être outillés. Et ce n'est pas, on ne forme pas l'enseignant en 2 ou 3 heures. La pédagogie. La pédagogie active, la pédagogie des adultes, la pédagogie basée sur des compétences. Ce sont des choses nouvelles, pas aussi nouvelles, mais qui nécessitent de l'effort de chacun. Et quand j'ai dit que nous avons des vacataires, vous savez, les vacataires, excusez-moi, vacataires, c'est comme, excusez-moi, c'est comme s'ils professaient comme, à la limite comme des mercenaires. Lorsqu'il ne se sent pas bien rémunéré, il peut aller voir ailleurs. Je profite pour saluer la disponibilité que nous avons vue jusqu'à maintenant de nos enseignants au regard de nos émoulements qui sont ce qu'ils sont, mais qui, à cœur vaillant, continuent par nous accompagner. Donc, il y a nécessité d'améliorer ce côté. Il y a nécessité d'améliorer la qualité des ressources humaines qui officient même. Parce que pour que l'administration de l'ENA en interne... Le personnel administratif interne. Il faut que le personnel... Vous savez, c'est structuré. Il y a la direction générale qui a ses missions, le secrétariat général a sa mission, les directions pédagogiques ont leur mission, et il y a des personnels d'appui. Tout ce personnel-là, à tous les niveaux, ne sont pas toujours forcément à la hauteur que l'on souhaite. Il faut les former. Il faut former les directeurs pédagogiques pour qu'ils soient vraiment à la hauteur de leur mission. Donc il y a beaucoup de besoins, en plus des besoins, comme je l'ai dit, les étudiants n'ont pas de bus. Au cours d'une occasion, ils nous ont dit, mais on leur dit que l'administration doit être nouvelle. J'avoue que c'était légitime. Ils ont dit, mais ils ont fait 1 an ensemble, ils n'ont pas eu l'occasion de sortir de l'école. Il y a un équipement qu'il faut faire. Il faut un matériel roulant, aussi bien pour l'administration que pour les étudiants, pour que les stages, le suivi des stages puisse être effectivement effectif. Si on vous demande aujourd'hui de définir l'ENA en 2-3 mots pour donner envie aux parents, aux étudiants étrangers pour venir encore plus, que diriez-vous? L'ENA est totalement modernisée. L'ENA se projette dans un futur radieux qui se propose de délivrer des compétences nouvelles axées sur les exigences du monde moderne. Et donc, nous travaillons du mieux que nous pouvons avec l'engagement de l'effectif qu'il y a pour arriver. Pour le reste, nous implorons la grâce divine. Pour aller plus loin. Pour aller plus loin. Bien. Merci, monsieur Konlani Christophe. Je rappelle que vous êtes le directeur des études et stages cycle 3. C'est vous notre invité. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci de nous accueillir ici, dans ce cadre, pour l'enregistrement de cette émission. D'autres numéros suivront, bien sûr. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Merci à la réalisation, à l'équipe technique, à Marie-Ange Bida, à Abid Niassime qui ont réalisé toutes les interviews que nous avions écoutées tout à l'heure. Merci à tous et à chacun. À très très bientôt sur la télévision togolaise.